Hey, salut, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'épisode et on est ravis de revenir sur un sujet qui nous a pas mal passionné les derniers temps. Je pense que vous l'avez vu avec la vidéo du hack 2024, on avait rencontré The Other One et il nous avait fait une petite démonstration de tout un tas d'outils de hackers, autant pour tester du Wi-Fi que du réseau interne, s'entraîner à faire des démonstrations de phishing, etc. Et ouais, vous l'avez deviné, on l'a invité pour une discussion un petit peu plus longue, histoire de savoir un peu par où commencer si ce domaine du hacking hardware nous intéresse et faire un tour des projets phares dans ce domaine-là. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Bienvenue pour cette soirée où on va parler de hardware. Nous sommes tous réunis, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour ce 15e Cybertalk. Je suis de nouveau, et de toujours d'ailleurs, accompagné de Nubosaurus juste en dessous. Coucou Nubo. Coucou. Comment ça va bien? Plus chaud que toi, je pense, mais franchement. Ouais, chez nous il fait moins 15 quand ça se passe bien, donc il y en a marre. Bien. Donc, je rappelle le concept de l'émission. Nous sommes deux enthousiastes et maintenant, oui, professionnels, ça fait un bout de temps, de la cybersécurité. On a un max de questions sur plein de sujets différents. Ce soir, la thématique, ça va être le hardware de hacker. Et pour explorer tout ça, on a un invité que vous avez déjà vu sur la chaîne et peut-être ailleurs aussi, Monsieur The Other One. Comment ça va? Ça va. Première fois facecam. Deuxième, non, chez Laluka aussi, t'étais... La Luca, j'étais aussi effectivement en semi-facecam. Très bien, c'est des désignations très, très dangereuses tout ça. Très bien, alors, ça marche. Bien, eh bien, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis donc The Other One de mon pseudo, Flavien Ruffel de mon prénom. Je suis hacker éthique, expert cybersécurité de profession, avec une partie Blue Team, une partie Red Team. Plutôt orienté Blue Team maintenant, mais j'ai fait beaucoup, là ça fait 4 ans que effectivement avec ma boîte on faisait du Red Team. On va s'orienter plus vers le Blue Team, même si bon, il restera un peu de Red Team quand même, sinon c'est pas agréable. Et voilà, derrière je suis hacker éthique. On va dire que les gens ont commencé à dire bah t'es hacker éthique, du coup j'ai commencé à dire ok oui, bon, je dois être hacker éthique effectivement. Et voilà, en dilettante entre guillemets, je suis plutôt porté hardware, petits tools et gadgets autres, mais en règle générale hacking. Voilà, des petits objets, des petits instruments qui permettent effectivement potentiellement de faire en règle générale du Red Team physique, de pouvoir déployer des implants, des rubber ducky, mais après je vais pas trop en dire tout de suite. Yes, on a quelques heures de toute façon pour détailler et on va se faire un plaisir de le faire. Pour rappel, donc on va découper le sujet du jour. Le hacking hardware, le hardware de hacker plutôt, c'est extrêmement large comme sujet. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va alors déjà parler un petit peu du projet Willem 5 sur lequel tu sévis depuis quelques temps. C'est pour ça qu'on s'était rencontrés à l'EHAC 2024 et qu'on avait fait toute une partie de la vidéo là-dessus. Donc on va revenir un petit peu sur le projet Willem 5, voir un peu comment ça a évolué, faire un petit rappel de ce que c'est. Ensuite on va passer aussi sur tout ce qui est les bases du hacking hardware, voir un peu, on va dire les bases en fait voilà de ce monde-là, histoire de comprendre un petit peu mieux si on est tout à fait newbie. On va voir comment est-ce qu'on peut apprendre à développer son propre matos, chose particulièrement intéressante pour les bidouilleurs en tout genre. Et voilà, globalement, comment est-ce qu'on peut développer sa propre armurerie de tools de l'enfer. On va faire un peu le tour des projets aussi qui sont dispo, que ce soit en open source et plus ou moins gratos, mais aussi des choses peut-être chez certains constructeurs, fournisseurs, développeurs. Voilà. Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. On en a pour un sacré bout de temps. Messieurs, est-ce que vous êtes chaud pour cette soirée ? C'est parti. Très bien. Je me tais, je vais laisser le monsieur parler. Alors, on va commencer par, j'ai dit, faire un petit récap sur le projet Willem 5. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que ce projet-là et depuis combien de temps tu travailles dessus ? Alors le projet Willem 5, c'est de base, tout simplement en fait, un outil qui me permettrait moi en fait de faire des démos rapides à des gens.
C'est comme ça que ça a commencé, entre guillemets. Et c'est devenu effectivement un outil plutôt pluridisciplinaire, en restant bien sûr sur du Wi-Fi et du Bluetooth, en règle générale, voire du network maintenant un petit peu. Et ça fait maintenant... donc je travaille dessus depuis fin décembre 2023, donc ça va faire presque 1 an et demi maintenant, un peu plus du coup. Ça fait un petit bout de temps quand même que ça tourne. Et voilà quoi. Ça a évolué. Alors effectivement de base je devais mettre 2-3 fonctionnalités et puis ça serait bien de rajouter ça, Et puis on en arrive à la vidéo de Le Hack où je vous présente 40 fonctionnalités où on est obligé de couper potentiellement des trucs parce qu'il y a trop de choses. Voilà. Après bien sûr il a évolué entre temps. Mais après, je peux en dire énormément de choses dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait, parce que ça fait un petit moment que tu bosses dessus, ça fait plus d'1 an et demi. Tu nous as fait déjà une petite présentation rapide. Certains t'ont certainement vu aussi chez la Lucas, qui est dans le chat là actuellement. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de à quoi ça sert en fait le Evol M5? Moi je m'en sers pour, je dirais, 2 choses principalement. Faire de la vulgarisation, c'est-à-dire avoir un outil en fait qui te permet de montrer facilement des vulnérabilités qui sont maintenant connues entre guillemets des hackers, qui sont très utilisées, voire qui sont utilisées par des personnes qui ne sont pas forcément formées en informatique via d'autres projets qui en plus ont pris entre guillemets de l'ampleur à cause du Flipper 0, qui sont raccordés au Flipper 0, donc ils ont surfé sur la vague, donc forcément on a des scripts qui les utilisent, ou effectivement des cybercriminels qui sont pas forcément ultra formés en fait dans ce genre d'attaque. Et moi je dirais qu'effectivement ça fait à peu près 10 ans en fait que ces vulnérabilités existent, et on a un problème majeur, c'est que aujourd'hui moi j'ai des utilisateurs qui doivent être sensibilisés, et j'ai 2 choix pour moi. Il y en a plusieurs évidemment, mais 2 choix principaux, c'est leur rabâcher non, ne vous connectez pas à des réseaux Wi-Fi que vous ne connaissez pas 10, 15, 20 fois, puis au final faire un déplacement professionnel avec des collègues et me rendre compte que tout le monde se connecte à des réseaux Wi-Fi qu'il ne connaît pas, malgré le fait que n'arrête pas de rabâcher ça. Et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'effectivement quand tu sors un petit outil et que tu balances en fait une page de phishing en faisant juste un clic en fait sur un réseau Wi-Fi, et tu dis la page elle n'existe pas, c'est moi qui l'ai créée. Aujourd'hui si tu rentres des informations dedans, je les capture, je te dis que le service marche pas, et puis toi tu vas ailleurs et tu te rends pas forcément compte. C'est beaucoup plus probant, ça ramène entre guillemets le côté non réel dans le réel, on va dire, un petit peu le côté abstrait, tout simplement en fait de ok mais potentiellement il a pas forcément les moyens de le faire, ça a l'air assez technique et compliqué ce que tu me racontes. Moi je sors un truc de ma poche, j'appuie sur 3 boutons et je lui montre le contraire. Et je pense qu'effectivement la prochaine fois qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi ou qu'il voit un réseau Wi-Fi ouvert, là par contre il risque de mieux s'en rappeler que moi qui lui rabâche toute la journée, non le fais pas. Si on fait un peu la liste des attaques que tu peux faire avec cette petite device, il y a quoi vraiment si on énumère un peu les types d'attaques que tu peux faire? En fait tu peux déjà scanner les réseaux Wi-Fi qui sont autour de toi, tout simplement voir s'ils sont ouverts ou pas. Tu peux cloner en fait les SSID, donc le nom des réseaux Wi-Fi, et créer un faux réseau Wi-Fi avec les mêmes noms, ou un nom que tu as décidé. Derrière ça, en fait, on a du spoofing DNS, donc on va en fait récupérer toutes les requêtes qui vont arriver quand la personne va se connecter, et on va lui renvoyer l'adresse IP de notre device, ce qui va avoir pour effet en fait de déclencher la fonction portail captif, et donc d'afficher en fait n'importe quelle page qu'on aurait décidé au préalable, bien sûr. On peut changer les pages à chaud, donc potentiellement en cours d'attaque, quand on diffuse le réseau Wi-Fi, on a juste à changer en fait sur l'appareil la page, on change la page. Une des attaques, alors ça c'est des attaques qui sont disponibles potentiellement sur d'autres devices qui sont open source, qui sont connus. J'ai une exclusivité qui est l'attaque Karma, qui en fait permet, alors il y a 2 attaques, le sniff de probe qui permet en fait de récupérer les demandes de reconnexion des appareils qui seraient pas connectés à un réseau Wi-Fi. Donc l'appareil a le réseau Wi-Fi, le Wi-Fi d'activer mais n'est pas connecté à un réseau, et il va en fait émettre
des probes de reconnexion pour voir si des box qui sont connues autour de lui sont présentes ou pas. Typiquement, on va chez soi, on configure en fait la Livebox tout simplement avec le mot de passe. On part, ça se déconnecte, on revient, ça se reconnecte automatiquement. Ce qui fait que potentiellement, en fait, le device a demandé, en fait, de manière répétée, si la box en question était présente pour pouvoir se reconnecter automatiquement. Et ça, on peut potentiellement le récupérer. Des fois, ça circule en clair, et donc on a le réseau en fait Wi-Fi qui leak, et nous on le récupère, et on peut réémettre le nom de ce réseau. Bien sûr, si c'est un réseau qui à la base est protégé, le téléphone ne se fait pas avoir et ne se reconnecte pas forcément automatiquement. Par contre, si on s'est connecté avant un réseau qui était open, là pour le coup, en fait, la seule chose qu'on a besoin de tromper, c'est le nom de la box. Donc on récupère cette information, on réémet un réseau Wi-Fi qui a le même nom. Et dans certains cas, on a des appareils qui se reconnectent automatiquement en fait à notre réseau Wi-Fi, sans interaction utilisateur. Et qui peuvent du coup soit faire pop-up directement la page, soit envoyer une notification demandant en fait à la personne de se connecter au réseau complètement. Ok, donc tu as accès à des attaques Wi-Fi qui sont de type social engineering, etc., qui sont assez sympas. Je crois me souvenir que tu avais des choses côté Bluetooth aussi. Ouais, bah on peut. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'aime bien aussi titiller les autres personnes qui font des petits devices de hacking. Donc en soi, tu peux en fait détecter les flippers 0 qui sont autour de toi. À partir du moment où le Bluetooth est activé, en fait, il est visible et je récupère en fait la trime avec l'UID référencé Flipper0 qui n'est pas changeable. En tout cas sur les premières versions, je crois que ça a potentiellement changé. Maintenant, tu peux peut-être le spoofer. Mais en tout cas sur les anciens devices ou les devices qui ne sont pas modifiés, même si tu changes ton adresse MAC et même si tu spoofes ton adresse MAC et tu changes ton nom, je peux toujours savoir que tu es un Flipper0 et que tu es autour de moi. C'est enregistré sur la carte SD. Et comme je l'avais dit dans la vidéo de le hack, sur ce genre d'event, c'est vraiment des Pokémon, quoi. Tu te balades tout autour, tu viens choper les trucs des gens. Voire carrément arriver et dire « Ah, salut! Ah, c'est ça ton flipper? C'est sympa son nom. Bonne journée. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Justement, c'est quoi la grande différence entre un flipper et le projet Evil? Alors, un Flipper0, du coup, ça n'a pas en fait de Wi-Fi par défaut. Tu as forcément besoin de lui rajouter une carte qui est en général donc soit un ESP8266, soit un ESP32, qui sont en fait deux grandes cartes de ESP qui font de l'IoT tout simplement. Et ça te permet donc, avec un autre projet, de piloter en fait cette carte et donc de faire des attaques sur le Wi-Fi. Mais par défaut, en fait, le flipper n'a pas du tout de Wi-Fi. Il va pouvoir faire, le flipper va pouvoir faire du coup toutes les subfréquences, donc à peu près toutes les fréquences entre 300 MHz et 1 GHz. Il va pouvoir faire du NFC, du RFID, de l'infrarouge, mais toujours pas de Wi-Fi. Toujours il faut rajouter une petite carte, etc. Et là, du coup, on va travailler justement uniquement sur un ESP32 qui va lui en fait avoir tout Wi-Fi. Potentiellement la partie manquante qu'a le Flipper0 justement, pour pouvoir être side by side en fait potentiellement sur une attaque en Red Team par exemple. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, je m'en sers pour faire de la vulgarisation. Après, je m'en suis déjà servi en Red Team directement pour pouvoir opérer en fait en mission. Puis il y a le niveau tarif aussi qui est quand même concurrentiel. Ah bah, un Flipper0, c'est... Alors, il y a plein de gens qui l'ont acheté et ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'il est dans un placard. Donc il y a potentiellement moyen d'en récupérer en occasion à pas trop cher. Ah, moi, il est toujours dans ma poche, c'est pas compliqué. Si vous le cherchez, il est dans ma poche, droite ou gauche, mais... On va voir les deux appareils dont on parle. Enfin, yes. Le Evil tourne là-dessus aussi, c'est sympa quoi. Il y a une question que je me pose quand même, c'est parce que donc, tu t'en sers professionnellement pour faire de la pédagogie en fait sur les potentiels attaques, les risques, mais à la base, quand on revient à la base du projet, quand tu as commencé à faire ça, quand tu as commencé à dev ton outil, tu as fait ça pourquoi? Est-ce que c'était juste pour le fun, pour balancer des petites attaques à la maison ou pas? Ou est-ce que tu avais déjà un objectif précis? Et si tu avais un objectif, est-ce que c'était plutôt pédagogique ou côté Red Team?
En fait, je pense que la base de la base du projet, ça vient juste d'une frustration. Très franchement. On a un projet qui s'appelle Marauder, j'en parlais très probablement plus tard, mais qui en fait de base tournait sur un des tools de M5 Stack, donc, qui est la boîte sur laquelle mon projet tourne majoritairement, même si je commence un petit peu à le faire tourner sur d'autres produits. Et j'ai acheté en fait un M5 Core 2, pensant effectivement avoir la possibilité d'installer le Marauder dessus. Malheureusement, en fait, il y a des grosses différences entre le Core 1 et le Core 2, ce qui fait que le Marauder étant compatible avec le Core 1, je me suis retrouvé avec une incompatibilité totale, et donc des grosses difficultés à potentiellement porter le projet, et donc il est resté bloqué en fait 8 mois dans un carton, en disant bon dommage. J'ai fait tourner le Wi-Fi H-Monster dessus, qui est un projet pour le coup qui tourne sur les deux. Qui est un projet qui a essayé en fait de reproduire ce que le Ponagochi pouvait faire. Donc Ponagochi qui est un petit appareil en fait qui vient récupérer des hashes et désauthentifier des gens automatiquement. Sauf que là en fait il désauthentifie pas. Juste vraiment il scanne les réseaux tout simplement et il attend et s'il voit en fait un check passer, il le récupère. Et il y a une petite animation sympa dessus. Et c'est le seul projet qu'il y avait en fait concrètement sur le Core 2. Je me suis dit à un moment donné, en fait, j'étais en vacances, je tournais un petit peu en rond parce que des fois je tiens pas en place. Très souvent, je ne tiens pas en place malheureusement. Et je me suis dit, on va. Moi personnellement, j'ai une toute petite expérience en Arduino. Allons-y, voyons comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi, comment. Et c'est parti sur un petit menu avec juste scan réseau Wi-Fi. Changer le SSID et mettre un réseau Wi-Fi. Et après, ça a dégénéré. Tout a commencé comme ça, madame le juge. Je vous jure, je comptais pas. À la base, je voulais juste faire un petit projet mignon qui permettait de faire ce que le Marauder faisait, entre guillemets. Et à force d'ajouter, effectivement, c'est devenu, je pense, un outil qui peut faire un peu peur, au final. Très bien. Est-ce que, alors ça on avait vu une très grande partie dans la vidéo de Lehack, est-ce que depuis il y a des nouvelles choses qui sont rajoutées dans le projet? Est-ce que tu as des news un peu, alors déjà des choses déjà en prod ou des choses prévues pour la suite? Ouais, alors je crois qu'on s'était arrêté très franchement juste avant le PwnGrid spam. Dans la vidéo, je crois qu'on n'en avait pas parlé, et qui permet en fait tout simplement d'attaquer les Ponagochi. Donc d'autres petits tools de hacking. Je dois avoir un qui est ici. Hop là. Alors hop, je vais mettre mon doigt devant pour pas montrer le mot de passe de quelqu'un. Et voilà, c'est un petit tool comme ça, tout mignon, qui bouge, qui envoie des petits messages. Et il a une petite vulnérabilité, parce que lui, il peut se connecter à d'autres Ponagochi. Et en fait, il affiche la tête et le nom du Ponagochi sur son écran. Et donc, en forgeant exactement la même frame, on peut en fait lui envoyer 15, 10, 30 fois le même message et potentiellement spoofer l'adresse MAC en même temps, ce qui fait qu'il a un nouvel ami à chaque fois. Et dans l'interface web, en fait, on fait un bourrage en fait de nouveaux amis avec plein de nouveaux messages. Et sur l'écran, en plus, on a un déni de service, c'est-à-dire que la personne ne peut plus voir ce qui se passe sur l'écran parce qu'on j'affiche des grandes bandes blanches en fait, comme un gros bourrin. Toxicité, c'est beau. Ouais, ça. Et en plus, vu qu'il travaille à avoir des nouveaux amis, il travaille moins en fait à regarder ce qu'il y a autour, se connecter, envoyer du day-off. Du coup, ça le paralyse pas, mais il est quand même très bien occupé à faire autre chose. Il devient beaucoup moins efficace. Alors, je sais plus, mais je crois qu'on devait y avoir la batte USB déjà. Je sais plus. Si, c'était présent. Ah ouais, c'était déjà là. Ok. C'était déjà là. Ah il y a eu quelques petites dingueries entre temps, effectivement. En fait, déjà, on peut maintenant connecter d'autres ESP32 sur le Evil.
C'est-à-dire qu'en fait, alors connecter c'est un bien grand mot parce qu'en fait il suffit juste de les allumer à côté, on n'a pas vraiment besoin de les connecter. Et moi j'ai fait hop, le petit monstre. Oh la vache. Qu'il est beau. Tac. Où effectivement en fait on a 8 ESP32 qui sont alignés les uns à côté des autres. Alors les amateurs de radio vont me buter vu l'optimisation de la position de mes antennes et je vais vous comprendre. Mais la boîte était petite, je voulais faire un POC et du coup j'ai fait mon POC. Mais voilà, ça prend pas trop d'énergie, on en a pour 90 mAh par ESP32, donc 700 mAh environ pour les 8. Ce qui est à peu près raisonnable. Et donc on peut faire pas mal de choses avec. On peut soit en fait faire du war driving. Par contre on fait du war driving en fait sur une channel statique par ESP. C'est quoi du war driving? Alors le war driving c'est une discipline qui consiste à se déplacer avec un équipement qui est capable de scanner des réseaux Wi-Fi et de donner une position GPS en même temps et de le linker avec ce réseau Wi-Fi. Alors ça peut se faire avec un téléphone, ça peut se faire avec tout équipement qui est capable en fait d'avoir ces fonctionnalités. En sachant qu'on a un projet collectif communautaire qui s'appelle Wiggle, qui permet aux gens en fait d'envoyer des scans, donc sous format CSV ou d'autres formats, pour en fait les recenser et donc avoir une map des réseaux Wi-Fi en fait de l'intégralité de la planète accessible à tout le monde. Ce qui est super intéressant pour le LoSynth par exemple. Dis-moi les Wi-Fi auxquels tu t'es connecté, je te dirai où tu es allé. Mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Et là en fait on a donc soit la fonctionnalité en war driving directement qui est disponible sans ces équipements, soit on fait le gros bourrin en fait, et sur chaque ESP on va pouvoir regarder une channel en particulier, ou faire du hopping d'ailleurs, mais sur des channels plus courtes, ce qui permet en fait d'avoir des meilleurs résultats, parce qu'on n'a pas de hopping forcément. Le hopping étant le fait de changer de channel. Forcément sur Wi-Fi on a 14 channels, on ne peut pas regarder en fait les 14 channels en parallèle, donc on est obligé de sauter en fait entre ces 14 channels. Et donc plus on multiplie les ESP, moins on a besoin de sauter, ou potentiellement on reste sur des channels qui sont les plus intéressantes. En règle générale la 1, la 6 et la 11. Ce qui fait qu'avec 4 ESP on peut déjà couvrir pas mal de réseaux Wi-Fi sans avoir de hopping. Et bien sûr ça fonctionne avec ESP Now, ce qui fait qu'en fait on a juste besoin de le brancher à côté et lui envoie directement au cartputer, enfin au Evil, les informations qu'il reçoit. Pour donner un ordre d'idée, je l'ai déjà mis du coup dans le top case de ma moto avec le Evil en face de moi pour faire un petit peu de war driving et ça passe sans problème en fait. Nice. Même à 10-20 mètres de distance ça communique sans problème, donc potentiellement même dans le coffre d'une voiture etc. avoir le cartputer ou un autre en vue. C'est tout à fait possible. Ouais. J'aime bien ce genre de projet. J'avais vu, je sais plus comment il s'appelle, un gars qui faisait des sangles comme ça, des kits pour que tu mettes tous tes appareils de war driving et que tu puisses aller marcher tranquillement avec dans la rue. Comment il s'appelle? Il est super connu. Mais... Alors moi, ce qui m'a inspiré entre guillemets, c'est le Wi-Fi Cactus qui a été fait à la DEFCON, où le mec a branché en fait une Pineapple par channel avec un gros équipement dans le dos, une grosse batterie, et il s'est baladé en fait dans la DEFCON avec ça, avec des LED vertes tout autour et un gros ananas sur le dessus. Et il y a quelques photos qui tournent qui sont super marrantes où vraiment il a un cactus en fait dans le dos et il sniffe tout ce qui se passe sans hopping quoi. Ah non, okay. Ouais, parfait. Il voit tout avec les nouveaux appareils. Parfait. Et tu peux aussi sniffer des pick-up avec sur une channel statique, du coup sans hopping. Et il y a un petit auto-déoffer, donc potentiellement tu peux auto-déoffer tout ce qu'il y a autour de toi et sniffer les pick-up qui viennent. Et tout envoyer au cartputer directement, enfin au Evil du coup. Ok, ça marche. Bon, on s'étendra sur les choses à venir un petit peu plus tard parce qu'on va reparler du projet en question. Là, c'était plus une section pour mettre l'eau à la bouche des passants. Non, mais t'inquiète.
Je suis parti dans mon truc, moi. Arrêtez-moi hein, si vous voyez que Non, je mais dérape. pas du tout. Tu as très bien répondu à la question, donc c'est parfait. C'est parfait. Alors, je ne crois pas qu'il y avait du... Est-ce qu'il y avait du scan de network? Je ne suis pas sûr. non, enfin t'avais Wi-Fi. Ah, est-ce que tu veux dire te mettre en écoute sur un réseau filaire par exemple? Ouais, en fait, alors pas sur un filaire, sur du Wi-Fi carrément, tu te connectes à un réseau Wi-Fi toi-même. Ok. Et tu viens en fait scanner les équipements qui sont sur le réseau. Si, ça tu l'avais, tu nous avais dit que tu pouvais l'automatiser, mais t'avais pas encore de 4G pour actionner à distance. C'est possible, c'est probable. Bah maintenant, il y a la 4G pour l'activer à distance, il faut un petit boom de 4G potentiellement. Très bien. Et effectivement, on a maintenant reverse TCP tunnel, donc en fait on peut implanter directement en fait le ville quelque part, le connecter à un réseau Wi-Fi et il se connecte lui à un serveur S2 et on a accès en fait toute la partie web du Evil. Donc on peut accéder à la carte SD, changer le portail, faire un scan réseau à distance pour le coup, récupérer toutes ces informations, modifier, même potentiellement réinjecter des pages HTML pour faire pour le portail. Voilà, faire plein d'interactions comme ça. Donc potentiellement avoir un implant à l'intérieur. On a aussi DHCP Starvation, alors c'est carrément Network Hijacking, parce qu'il y a plus de 3 fonctionnalités en fait qui vont fonctionner ensemble. On va bombarder le DHCP en fait pour qu'il puisse plus envoyer de requêtes DHCP, se faire passer pour le DNS simplement, et derrière en fait se faire passer pour le DHCP et ensuite se faire passer pour le DNS du coup principal, ce qui permet en fait de spoofer en fait tout ce qui passe, même si on n'est pas sur un réseau que nous on aimait en fait. Donc tu te connectes à un réseau, tu le pourris et ça te permet en fait de prendre le contrôle de ce dernier. Ouais, donc t'es encore dans la logique de te mettre en interception de trafic, quoi. C'est ça. Bah là, c'est carrément, en fait, tu peux avoir le même résultat que si quelqu'un se connectait à ton réseau sur un réseau qu'il connaît déjà, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir, en fait, un appareil qui se connecte, qui va avoir une pop-up, un portail qui va se connecter comme si tu te connectais au Evil, alors que, bah... Le réseau, normalement, est sécurisé, a un mot de passe et vient d'une borne qui est connue. Voilà. Ça peut détecter les imprimantes maintenant. Donc les imprimantes qui ont le port PGL d'ouvert, donc 9100. Ok. C'est un port RAW qui n'est pas protégé. Tu envoies de la data dessus, il imprime. Donc potentiellement, c'est intéressant de savoir qu'il y a ce genre d'imprimante sur ton réseau. Et bien sûr, tu peux du coup leur envoyer un document qui est stocké sur la carte SD et qui est modifiable via l'interface web. Moi, je l'ai fait dans ma boîte, j'ai appuyé sur un bouton, il y a 3 feuilles qui sont sorties sur 3 imprimantes différentes. Ça faisait un peu... Ouais. Coucou. Bon, c'était un petit message qui disait, bon, l'imprimante est vulnérable, maintenant il va falloir patcher. Et j'ai une partie aussi qui permet de travailler sur le SNMP, pour aller interroger en fait les imprimantes et pour voir effectivement l'état dans lequel si elle imprime ou pas, si le tonnerre est potentiellement vide ou pas. J'ai implémenté aussi un honeypot dessus. Donc un faux honeypot complètement fake. C'est-à-dire il fonctionne des deux côtés. C'est-à-dire que tu peux émettre en réseau Wi-Fi, avoir une connexion à un client qui se connecte et donc lui avoir accès au honeypot, ou te connecter à un réseau et avoir en fait ton honeypot qui fonctionne sur ce réseau-là, comme s'il faisait partie des systèmes du réseau. Ou les deux en même temps. Juste, tu nous rappelles ce que c'est un honeypot? Alors un honeypot, c'est un faux système, un leurre en fait, tout simplement, qui est destiné en général à 2 choses. Soit récolter de l'information sur les attaquants, donc faire en sorte que les attaquants viennent butiner le pot de miel et potentiellement lancer des nouvelles commandes, des choses qui ne sont pas connues. Ou faire office de canari, c'est-à-dire que voilà, on va avoir un équipement en fait tout simplement qui est sur un réseau. Tout le monde sait qu'il ne faut pas lui parler, qu'il ne sert à rien, etc. À partir du moment où quelqu'un vient taper dessus, c'est pas normal. Donc on a une alerte qui part, un mail qui vient, etc. En sachant qu'on a 2 types de honeypots, en général les hautes interactions et faibles interactions. Faible interaction va être voilà juste une mire de connexion, quelque chose qui est juste en général une action ou 2 actions maximum. Et haute interaction, on va carrément en fait avoir soit un vrai système qui tourne, qui va en fait se dire bon bah admin vous êtes connecté, ou admin password vous êtes connecté, tous les mots de passe du monde que vous voulez vous êtes connecté,
Et qu'est-ce que tu fais après, hacker, sur le système, quoi. Qu'est-ce que tu vas lancer, qu'est-ce que tu vas garder, etc. etc. Là, du coup, on est sur un height interaction, mais c'est pas un vrai système. C'est-à-dire que j'ai codé en fait directement potentiellement les commandes que quelqu'un pouvait rentrer quand il se connectait sur un système, avec une réponse qui est plus ou moins réaliste, en fait. Ce qui fait qu'en se connectant en fait en telnet sur cet équipement, bah, tu te retrouves en fait dans un faux système, et moi je vois tout ce qui se passe et c'est logué sur la carte SD en plus. Ok, intéressant à faire. Ouais, t'as vraiment codé les réponses en dur, c'est-à-dire message A qui rentre, tu réponds message B. Tout à fait. ls, ok, bah tiens, document, machin, etc. ls-la, bah document, mais mieux agencé comme si c'était un vrai Okay. c'est des documents, ok, donc je prends le pass dans une variable et je sais qu'il est dans ce moment-là, donc je peux lui afficher les dossiers les fichiers de ce dossier-là. Il refait un CD vers le home, du coup il est dans le home, il voit le nom de l'utilisateur et repart tout simplement en fait. Pourquoi s'embêter? C'est tout simple, ça marche. Hein. Pourquoi s'embêter? Tu reproduis un système, entre guillemets un petit shell qui répond des informations plutôt tangibles, parce que de toute façon quand il va y avoir une compromission, lui, il va voir si c'est à peu près bien ou pas pour lui, il va claquer sa charge et potentiellement tu vas avoir du coup le résultat de ce qu'il voulait faire. Très bien. Et derrière, tu stockes les payloads. Ok. Et derrière, tu stockes les payloads, ou tout simplement, ça serait potentiellement intéressant de l'implémenter. Pareil, une alerte qui part par mail ou par SMS ou tout autre moyen qui te permet de savoir effectivement quelqu'un est en train de triturer le truc, quoi. Juste faire office de canari et tiens, il y a quelqu'un qui commence à lancer des payloads sur une machine qui n'est pas une machine en fait. C'est intéressant quand même comme petit projet juste pour apprendre, on va dire, la techno et comment fonctionnent un peu ces archis, c'est cool. Bah carrément. Et puis moi c'est venu en fait là on a pris un alternant effectivement au travail et son gros projet c'est faire un vrai honeypot pour le coup, vraiment haute interaction reliée à notre SIEM, etc. Donc vraiment vrai honeypot. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que sur SP32, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est possible de faire un truc qui ressemble à potentiellement un honeypot? En l'occurrence, bah oui. Et ça marche plutôt bien. Bon, j'essaie de rajouter des commandes au fur et à mesure. Et à la fin, on m'a dit, bah je me suis connecté, j'ai fait un ID, ça m'a fait command not form, donc bon. Ouais, ok, ouais. ID. T'as des petits outils que tu vas développer encore dessus? J'essaye, tu vois, typiquement j'aimerais bien avoir juste un petit serveur FTP dessus, alors je sais pas si je vais y arriver, mais pouvoir connecter en FTP dessus potentiellement pour, tu mets un nom explicite par exemple en event, tu proposes petit serveur FTP, puis les gens peuvent venir et prendre de la doc ou des choses que tu veux partager, etc. Faire un peu une bedrop Wi-Fi en fait, avec un petit serveur FTP. Et là, il y a quelqu'un qui a réussi à sortir un POC. Bon, c'est entre guillemets une fonctionnalité qui n'est pas vraiment hacking, mais on peut en fait le transformer en carte SD, en clé USB. Donc tu peux avoir accès en fait au contenu de la carte SD via directement un câble USB. Il est très pratique parce que du coup, tu peux avoir des payloads bas USB qui font des filtrations sur ta carte SD. Ah ouais, carrément. Et là, tu branches, tu exfiltres directement sans avoir en fait de connexion ou de connectivité. Là, j'ai fait un POC avec deux payloads où effectivement ça exfiltre en fait tout simplement les mots de passe Wi-Fi de la machine vers la carte SD directement. Ok. Bien. Voilà. Messieurs, il faut qu'on avance, sinon on va passer 3 heures sur cette introduction. Très bien. Ouais. Ça ne ressemble pas, hein. Ça n'est jamais arrivé. Bien, alors, ce que je vous propose... Il m'a dit jusque très tard. Alors, oui, c'est la réalité, hein, ceci dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on se dirige vers les bases du hardware hacking. Donc, tout ce qu'on a raconté jusqu'ici, peut-être que pour certains, c'était un peu du chinois par moment. Super blague avec M5. On y reviendra. Mais peut-être que tout le monde n'est pas aussi lettré que vous, que nous. Donc on va reprendre un petit peu à la base. Et honnêtement, moi je pense que j'ai énormément de choses à apprendre sur ce côté juste hardware. Parce que là tu me dis ESP32, etc. Alors oui, je vois ce que c'est en gros, mais s'il faut mettre les mains dedans, c'est un peu moins glorieux, quoi. Bien. On va se diriger donc vers les bases du hacking hardware. Donc,
Pour commencer, juste un petit peu de contexte. Quand on parle de hardware de hacker, est-ce que c'est la même chose que du hacking IoT et est-ce que c'est la même chose que, on va dire, du pentest d'équipement matériel, tu vois? C'est quoi la différence entre tout ça? Parce que souvent c'est un petit peu mélangé, j'ai l'impression. Alors, en soi, je n'utilise personnellement qu'une seule technique de bypass me permettant d'envoyer du DDoS. Tout le reste, en fait, est potentiellement prévu par le fabricant pour pouvoir opérer. C'est juste qu'effectivement, je l'agence comme j'en ai envie. Alors qu'effectivement, quand tu viens faire du hacking d'équipement IoT, tu viens potentiellement en fait extraire le firmware, potentiellement le reverse, voire réinjecter ton firmware comme tu en as envie. On est encore à un autre niveau pour moi. C'est vraiment deux choses différentes. Voilà, moi j'ai pas besoin de venir démonter entre guillemets le matériel pour me plugger en URT ou autre. C'est prévu, je me plug effectivement en USB, il y a des librairies qui sont déjà prévues pour ça. Et effectivement, j'ai juste besoin de coder et de lancer les choses comme j'en ai envie. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. Mais effectivement, on est proche aussi parce qu'on prend du matériel qui n'est pas forcément destiné à cet usage-là de base pour en faire du matériel de hacking. C'est pour moi deux choses qui peuvent se diviser, quoi. C'est vrai que parfois ça s'apparente, enfin c'est pas du tout péjoratif, hein, un peu du bricolage en fait. Tu prends un outil qui est pas spécifiquement destiné à ça et tu vas développer des outils offensifs pour le hacking. Mais est-ce que tu aurais idée, est-ce que tu connaîtrais des outils professionnels qui sont directement construits pour ça en fait? Bien sûr, on a le Hack5, je pense à eux, hein, bien sûr, c'est je pense les plus gros représentants du marché, qui eux effectivement font du matériel professionnel, d'ailleurs en règle générale très vulgarisé, donc qui est facile d'utilisation. On va avoir des interfaces qui sont user-friendly, qui vont être faciles. Bon, bien sûr, il faut quand même un petit bagage technique pour comprendre ce qu'on fait dessus et ce qu'on lance, forcément. Mais voilà, ça va être assez facile d'utilisation, on va avoir des docs qui sont explicites et un matériel plug and play, à part quelques petites configurations entre guillemets, et qui peut de manière professionnelle et reconnue de manière professionnelle pour l'usage qui est fait en Red Team en règle générale. Et ouais. Alors c'est très très grand public le Flipper Zero, hein. Enfin, on croise énormément de gens avec, mais potentiellement, est-ce que c'est quand même un outil costaud ou c'est vraiment que grand public? Enfin, je veux dire, à part ouvrir le port de branchement de ta Tesla, est-ce qu'il y a vraiment des trucs potentiellement utiles, quoi? Ouais, quand même. Alors, en fait, pour moi, pourquoi autant de gens ont des Flipper Zero, c'est que malheureusement, la com de Flipper Zero, à un moment donné, était indirectement, ils l'ont jamais dit bien sûr, mais c'était un peu, si vous achetez ça, vous avez un outil de watchdog en fait dans la poche. Vous allez pouvoir ouvrir n'importe quel portail, vous allez pouvoir scanner n'importe quelle clé, ouvrir n'importe quel badge, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, tout simplement. Oui, on va pouvoir effectivement agir sur certains de ces matériels, mais c'est des matériels qui sont entre guillemets obsolètes, qui devraient plus être utilisés ou plus être en place, et qui donc par définition sont vulnérables et avec lesquels on peut jouer un petit peu. Aujourd'hui, par contre, voilà, moi je l'utilise potentiellement quotidiennement. Le badge en bas de chez moi est vulnérable. S'il vous plaît, ne venez pas chez moi. Mais voilà, le badge de chez moi est vulnérable. Mon garage est vulnérable potentiellement, donc je peux faire des attaques replay sur mon garage et le réouvrir. Moi, je l'utilise quotidiennement. Et derrière, pareil, en pentest ou même en audit, juste pour vérifier effectivement un badge d'accès ou ce genre de choses, ça peut être utilisé. Après, si tu travailles pas dans la cybersécurité, si c'est pas ton maté, etc., tu vas pas l'utiliser tous les jours, forcément. Par contre, c'est une super plateforme pour apprendre. C'est un couteau suisse. Du coup, effectivement, le couteau sera pas le meilleur des couteaux, le tire-bouchon sera pas le meilleur des tire-bouchons. Mais voilà, c'est une bonne base pour potentiellement aller un petit peu dans le SUBGIGAhertz, un petit peu dans le NFC, un petit peu dans le RFID, avoir une petite batte USB dans la poche aussi qui traîne, potentiellement jouer un petit peu avec l'infrarouge, etc. Mais voilà, et il y a une communauté et des applications qui sont destinées justement à t'entraîner entre guillemets dans
dans ce monde pour que ça pousse encore plus la curiosité. Et bah, moi, je me retrouve du coup avec un RTL SDR, un AKRF, etc., etc. Parce que justement, ouais, le flipper m'a poussé en fait à m'intéresser potentiellement à la radio. Mais encore une fois, là, c'est un couteau suisse, donc s'il n'est pas parfait dans ce qu'il fait, mais il est pluridisciplinaire et il tient dans une poche, quoi. Et je pense ça sa grande force. Mais voilà, quand tu as quelqu'un qui te fait une pub, qui te dit voilà, tu vas pouvoir tout ouvrir, tu vas pouvoir tout faire avec, t'as malheureusement beaucoup de personnes inexpérimentées et qui sont pas forcément motivées à apprendre, qui vont l'acheter pensant pouvoir tout faire et qui se retrouvent en fait devant en fait un mur de connaissances qu'ils veulent pas forcément franchir et du coup le mettre dans un coin et l'utilisent plus, quoi. Et puis même, au-delà de ça, niveau légal, c'est quand même hyper borderline, quoi. C'est compliqué, surtout que voilà, quand t'as potentiellement des personnes qui t'expliquent que tu peux ouvrir une voiture avec et partir avec, bah oui, forcément, côté légal, ça commence à devenir un peu compliqué. Après, bon voilà, il y a des choses à mettre en place potentiellement et ça ne marche pas à chaque fois. Ouvrir une voiture sans la détériorer ou la désynchroniser, c'est très compliqué avec un flipper 0 quand même. Mais voilà, c'est vrai qu'on est sur un outil qui, s'il est utilisé de manière malveillante, peut faire beaucoup de mal. Il est capable de copier la plupart des cartes bleues, de récupérer les informations des cartes bleues, juste en scannant entre guillemets la carte bleue, donc on peut même faire le test en dessous d'une table. Donc c'est vrai que s'il est mal utilisé, comme tout outil de pentest, malheureusement, il peut faire des gros dégâts. Heureusement en France, on a le principe effectivement du contexte. Si on l'utilise effectivement sous contrat ou sur nos propres équipements, c'est légal. Par contre, dès qu'on va l'utiliser pour faire des choses malveillantes, ça devient illégal. C'est comme conduire une voiture. On peut pousser la voiture à 220, et si c'est marqué 110, bah, tu restes à 110, sinon effectivement, t'es en la loi. Ouais, et c'est complexe. Le sujet de l'usage qui est très intéressant. Ouais, tous les États n'ont pas les mêmes réponses à cette question-là, mais ouais, c'est vrai que... Il y a le Canada, par exemple. Ouais, ça a été retiré au final, il me semble. C'est pas interdit, mais... J'ai pas suivi, je t'avoue, complètement. J'ai surtout suivi le texte qui disait effectivement que c'était interdit. Je sais pas si ça a été retiré, effectivement. Globalement, c'est interdit. Ça a été interdit, soi-disant, au Canada, mais légitimement, la législation en France, je vois pas en quoi ça l'autorise. Hein. Si tu ne travailles pas dans la cyber et si t'es pas un chercheur, logiquement, c'est un outil qui peut servir pour de l'offensif. Aucune raison, t'as le droit d'en disposer. Hein. Mais après, dans ce cas, tu rentres dans une autre problématique. Tu n'as donc pas le droit d'acheter un lecteur de carte NFC. Si t'as un animal, tu peux très bien pour pouvoir checker si sa puce est en place. Il y a une vraie différence en fait, entre par exemple un outil qui va te permettre de copier un badge et un outil qui va te permettre de le lire. Et il y a une différence entre un outil qui va permettre de déhaute un appareil d'un réseau Wi-Fi et un appareil qui va juste vérifier s'il y a un serveur Wi-Fi à proximité, un réseau Wi-Fi à proximité. Bien sûr. Après, on pinaille, hein, mais on sait on se trouve dans des situations improbables. Et, du coup, ma question, c'était comment toi tu gères ce côté légal en fait. Si tu le gères. Déjà, j'essaye effectivement, si tu veux, de marquer le plus possible partout, même au niveau des pages que je diffuse HTML qui sont dans le projet, que effectivement, en fait, moi je me détache complètement de cet usage. Le projet n'est pas destiné à ça. Il est destiné effectivement à apprendre ou à être utilisé dans un cadre légal. Quitte à avoir sur le Discord des personnes qui me demandent effectivement des choses comme des scripts qui le feraient et de les envoyer entre guillemets boulets parce que voilà, on se rend bien compte qu'effectivement l'usage n'est pas du tout là où il devrait être. Malheureusement, quitte à plutôt le recadrer justement, essayer de lui faire comprendre qu'effectivement c'est pas la partie légale qu'il faut viser mais plutôt la compréhension et l'apprentissage
pour pouvoir potentiellement le donner à d'autres ou en faire un vrai métier et gagner de l'argent sans faire des conneries, etc. quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pas voulu implémenter potentiellement. J'ai des concurrents qui concrètement ont implémenté le jamming dessus, donc le fait de pouvoir en fait paralyser une fréquence. C'est totalement interdit en France, que ça soit le fait d'en posséder, d'en céder ou d'en faire l'usage. Ce qui fait que voilà, j'ai eu la possibilité de l'implémenter. Au final, j'ai refusé de le faire parce qu'effectivement, on avait un trop gros risque d'usage quant à l'implémentation de cette fonctionnalité, quoi. Donc, encore une fois, moi, ce que je mets en lumière aussi, c'est des vulnérabilités qui sont pas toutes jeunes. Elles ont 5-10 ans. Elles devraient être connues de tout le monde, voire patchées. Donc, pour moi, les diffuser, c'est surtout renseigner les gens sur ces vulnérabilités. Mais voilà, malheureusement, comme tout projet open source, tout le monde peut le récupérer. Et je ne suis pas forcément... C'est possible qu'un jour, on me dise, voilà, le projet a été utilisé pour faire des actes malveillants. Est-ce que, voilà, potentiellement, je peux avoir une part de responsabilité là-dedans, effectivement. Mais voilà, moi, c'est pas mon but. J'essaie d'en détacher le plus possible, que ça soit effectivement en diffusant des messages ou en envoyant bouler les gens. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, effectivement, de ça. C'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'on dit sur cette partie légale, c'est que on voit que effectivement c'est l'usage de l'outil qui fait qu'il y a un vrai problème, mais le fait d'avoir un outil qui permet trop de faire des choses illégales, ça peut être un souci aussi, mais le curseur est pas clairement d'un côté ou de l'autre, c'est assez gris comme zone. Et ce que tu dis aussi est intéressant du côté responsabilité, c'est je trouve ça bien que déjà de l'avoir en tête quand on bricole avec ce genre de truc là, que voilà, c'est pas neutre, il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi derrière avec, c'est pas le monde des bisounours, voilà. Mais on l'a vu avec le Flipper Zero, hein. Ouais. Justement, moi j'ai été modérateur d'un Discord de Flipper Zero qui avait pas mal de hype à une époque, où on avait carrément des mecs qui arrivaient et me disaient, bah j'ai pété ma bagnole, qu'est-ce que je fais en fait? Bah je sais pas, comment par comprendre ce que tu fais avant d'essayer de le faire, et bah oui, t'as pété la clé de ta bagnole, bah tu vas chez le garagiste et tu payes 40 balles et tu synchronises ta clé et puis voilà quoi. Et puis bah si c'est une Lamborghini, bah tu payes 100 000 balles et puis voilà, malheureusement c'est la vie quoi. Donc ouais, t'as toujours entre guillemets malheureusement quelques individus qui vont choper le projet, qui vont pas comprendre, qui vont essayer de lancer des choses. Donc j'essaye aussi de faire en sorte que ce soit pas non plus ultra compréhensible dès le départ pour un script qui lise, en gardant des mots qui sont un peu techniques et justement qui créent une barrière qui t'oblige à apprendre, entre guillemets, avant de pouvoir l'utiliser vraiment. Ouais, plutôt intelligent comme approche aussi. Très bien. Ok, intéressant ce petit volet légal. On va avancer sur la partie, alors on l'a abordé un petit peu tout à l'heure déjà, mais sur la partie wireless au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est réseau Wi-Fi, réseau radio globalement, Bluetooth, etc. Alors, avec le flipper pour les basses fréquences, si je dis pas de bêtises, et ensuite avec les M5 sur la partie Wi-Fi, etc., on entend parler de plein de choses différentes. Souvent, on est un peu perdu. Pour être honnête, c'est aussi mon cas de temps en temps. Jack, qu'est-ce qu'il existe comme grand domaine, on va dire, d'attaque qui est possible de répliquer avec du matos comme ça? Tu vas avoir un paquet d'attaques. Alors, si on parle du Flipper Zero, on va majoritairement attaquer le 433 MHz et le 868 MHz en France. C'est les deux seules fréquences qui sont autorisées dans l'usage civil. Donc, entre guillemets, toutes les autres fréquences sont soit réservées, soit utilisées pour des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Et ça va nous permettre donc d'agir sur tout ce qui est sans fil et qui ne fait pas de Bluetooth ni de Wi-Fi. Donc, potentiellement des voitures, des portes de garage, des sondes de température par exemple. On peut récupérer par exemple des pings de sondes de température chez un voisin et avoir la température, l'humidité, etc. qui arrive sur le flipper. Voilà, ça va être
assez divers et variés, mais ça va rester assez restreint quand même, quoi. Après, c'était plus Wi-Fi, c'était plus Bluetooth, c'est plus vraiment très très général comme question. Bah, en fait, c'était plus pour. En général, tu vois, quand on dit attaque Bluetooth, attaque Wi-Fi, je pense que les gens voient plus ou moins de quoi on parle. Box Wi-Fi, enfin, du Wi-Fi, on en utilise tous les jours, Bluetooth aussi. Le reste des bandes, en fait, en général, on les utilise moins. Donc, par exemple, tu vois, moi, tu me dis, ok, j'ouvre ma voiture avec peu importe, avec une onde quelconque dont je ne connais pas le mot, tu vois. Je me dis, je sais pas ce que c'est, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que c'est genre, il y a Wi-Fi, Bluetooth, et puis il y a tous les petits bidules qui utilisent des petites ondes, tu vois? Qu'est-ce que c'est justement tous les bidules qui utilisent des petites ondes? Tu vas avoir... waouh. Non, tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas avoir potentiellement des fréquences téléphoniques qui vont rentrer dedans, mais bon, bien sûr, c'est chiffré, donc tu vas pas pouvoir les déchiffrer tout simplement. Donc tu vas avoir du bruit tout simplement autour de toi dans ton analyseur de fréquences. Tu vas avoir... Alors, en fait, la grosse différence, c'est potentiellement la fréquence. Sur du Bluetooth et du Wi-Fi, on va être sur du 2,4 GHz et du 5,8 GHz, alors qu'effectivement, le flipper va opérer en 6 GHz, en dessous de 1 GHz, entre 300 et 1 GHz, pour être très précis. Même s'il y a des sauts. Alors, il faut savoir que le flipper ne fait pas non plus toutes les fréquences en 6 GHz. Je crois qu'il va de... Alors je pourrais te dire exactement, mais la carte permet de faire 3 grandes bandes en fait, entre 300 et 1 GHz. Voilà, tu vas avoir en fait plusieurs équipements qui vont fonctionner. Et surtout, ça va dépendre de ton pays. Par exemple, si tu vas aux États-Unis, on n'est plus en 433 MHz, on est potentiellement en 310 MHz. Ce qui fait que quand le flipper est livré par défaut, il est region lock. Qui permet en fait d'éviter d'envoyer des fréquences qui ne sont pas autorisées dans la partie du monde dans laquelle tu te trouves. Et donc, si on récupère des fichiers sur Internet qui sont en 310 MHz et qu'on essaie de les lire avec le flipper 0, normalement, il doit bloquer en fait l'envoi de la fréquence. C'est possible de le débloquer, bien évidemment, mais ça n'a pas grand intérêt, à part si en fait on a une Tesla importée des États-Unis et qu'on veut ouvrir son port de charge. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, et en plus ça devient illégal parce qu'on arrive sur des fréquences qui sont plus en fait dans le domaine civil, et on peut arriver sur des brouillages de choses dont on n'a pas forcément envie. Ok. Donc en fait, ouais, je lis un peu le chat aussi. Il y a des gens qui nous crachent des listes d'équipements potentiels. Ça fait un peu peur. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout et de rien. Là, je vois des sonnettes sans fil, des commandes de portail, des volets, des alarmes sans fil. Est-ce qu'il y a vraiment tout qui fonctionne là-dessus? Genre, tu vois, des fois on achète des... je pense par exemple à des serrures de portes que tu peux mettre sur ta serrure de portes et gérer avec une appli à distance par exemple. Est-ce que ce genre de petits bidules, ça peut fonctionner avec ces petites bandes là? Bah, techniquement, t'es soit sur du... Enfin, t'as une connectivité qui se fait. Alors avec le flipper 0, ça va pas forcément fonctionner parce qu'effectivement, on va être plutôt sur du Bluetooth que du Wi-Fi. Ce qui fait que donc 2.4 ou 5.8. Par contre, avec le Evil, potentiellement, ouais, tu peux aller titiller des choses si elle est connectée et qu'elle n'est pas protégée, bien sûr. Ok, c'est flippant. Très bien. Ouais. Très bien. C'est flippant. Tu vois, l'exemple le plus flippant que j'ai en date, que j'ai vu dernièrement, c'était avec le Flipper 0, donc avec le projet Marauder. Donc la personne rajoutait en fait une carte Wi-Fi sur son Flipper 0 et testait en fait si ces caméras qui ne faisaient que 2,4 GHz et qui n'avaient pas de protection PMF résistaient à une attaque de désauthentification. Donc tout simplement, en fait, il cherche le nom de ses caméras et de son réseau Wi-Fi. Il appuie sur un bouton, ça envoie un paquet qui fait semblant en fait que la caméra veut se déconnecter du réseau Wi-Fi et ça coupe la connexion de la caméra. Donc la caméra continue à enregistrer parce qu'il y a une carte SD à l'intérieur. Par contre, il est incapable de voir le flux de vidéo à partir d'Internet parce qu'elle est plus connectée à Internet en fait. Donc là, on peut arriver effectivement sur des choses qui sont un peu plus sensibles. Elle n'est pas capable de donner une alerte parce que du coup, elle n'est pas capable d'envoyer un mail ou d'envoyer un ping. Voilà, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Quoi. Mais encore une fois, par défaut, le flipper ne le fait pas. Donc c'est aussi des projets qui se rajoutent. Et on est sur des projets qui peuvent tourner tout seuls. C'est-à-dire que potentiellement, on n'a pas forcément besoin du flipper 0. Le flipper 0 sert juste à contrôler en fait la carte.
c'est la carte qui bosse en fait. Le flipper, Ça c'est fait. juste. En fait, c'est vraiment le flipper fait que l'interfaçage. Tu vas avoir en fait des commandes qui vont être envoyées en serial sur le SP32 ou sur le SP8266. Et lui en fait va fonctionner. Mais tu pourrais très bien le faire avec un téléphone en se branchant en USB, en envoyant les commandes serial en fait via le port serial quoi. Et alors, petite question complètement qui va te paraître absurde, hein, mais qu'est-ce qui te paraît le plus insécure en fait, le Bluetooth ou le Wi-Fi? Le Wi-Fi, je dirais, parce que le Bluetooth est potentiellement, alors, il n'est pas moins documenté, mais j'ai l'impression, personnellement, qu'il y a peut-être moins de vulnérabilité dessus. C'est plus complexe, effectivement, de faire des choses dessus. Alors, il y a quand même pas mal de trucs à faire sur le Bluetooth, hein, je vous rassure. Mais, alors, pour moi, en fait, on utilise plus le Wi-Fi quand on est en itinérance, etc. Le Bluetooth, on va plus être sur des appareils qui sont déjà connus de la personne. Je connais personne qui s'amuse à se connecter en fait à un appareil qu'il connaît pas du tout, qui est Bluetooth. Un réseau Wi-Fi, ça arrive plus souvent. Pour le coup. Ouais. Est-ce que c'est dû au manque de capacité ou... Non, je pense que c'est dû à effectivement la nécessité des gens d'être interconnectés avec Internet. Et pas forcément avoir besoin d'un équipement qui est connecté à eux, que ce soit des écouteurs, etc. Et qu'ils ne connaissent pas en fait. Les écouteurs, ils sont enregistrés, en général ils se connectent automatiquement. Voilà, il y a plein de choses qui font que. Mais il reste que voilà, je peux toujours spoofer le nom d'un équipement Bluetooth. Et voilà, je regarde, par exemple, j'ai un casque Bose. Potentiellement, je recrée un Bluetooth Bose. À côté de toi, tu fais pas attention, tu as l'impression que ton casque se connecte pas, tu cliques sur Bose. Au final, c'est une bad USB BLE quoi. Et moi, je suis lancé potentiellement une attaque sur ton téléphone ou sur ta machine. Ça, c'est une attaque qui est possible avec le flipper pour le coup. Alors, tu balances beaucoup de noms de projets depuis tout à l'heure. Ouais. Quand je vais te croiser, je vais t'attraper. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite liste, enfin pas un truc exhaustif, hein, mais est-ce que tu as des idées de projets qui sont intéressants? Parce que des projets, enfin tu vas sur GitHub, des projets de tools de hack, que ce soit sur le Wi-Fi ou Bluetooth, il y en a une tonne. Mais des projets intéressants, est-ce que tu en connais? Alors pour moi, il y a déjà 2 gros projets majeurs dans ce monde-là. Qui sont donc le projet Deoffer, qui est fait par SpaceOn, qui est en fait pour moi la première personne à avoir réussi en fait à faire en sorte de pouvoir envoyer une frame de désauthentification sur un ESP8266. Et c'est lui en fait qui concrètement a permis quasiment à tous les autres projets sur ESP en fait d'exister via ça, parce que mettre le Deoffer sur son projet forcément c'est toujours intéressant. Et donc on a donc le Deoffer, alors en sachant que lui il travaille aussi avec des gens où ils font des montres, carrément Deoffer on peut acheter directement le projet dessus. Et on a un deuxième projet qui est Marauder, donc, qui est en fait un portage à la base de Deoffer sur ESP32. Et qui lui aussi du coup c'est parti en cacahuète aussi apparemment de son côté et qui a fait donc son propre firmware avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Sinon en tête, potentiellement, j'en aurais 2 autres. Mais je sais pas si j'en parle maintenant ou plus tard. Alors, toi, ça te plairait pas d'avoir des équipements comme ça, en fait, entre guillemets, à ton nom? Tu vois, avoir une montre The Other One avec ton projet Willem 5. Enfin, t'aurais un client potentiel déjà. Mais, enfin, 2, je pense, même avec la Suisse. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est un truc qui te gratte ou pas du tout? Ce serait potentiellement intéressant effectivement de partir en fait sur du dev, sur carrément un produit hardware qui est fait directement pour le Evil. Mais malheureusement j'ai pas forcément les connaissances moi personnellement en design de PCB ou ce genre de compétences, ce qui fait que je suis tout simplement bloqué ou résigné effectivement à m'y mettre et à apprendre comment on fait. Ce qui va prendre du temps, forcément. Ou une collab peut-être avec quelqu'un. Ou une collab avec quelqu'un.
potentiellement qui pourrait être faite effectivement. Alors j'ai potentiellement moi une collab en cours avec une personne qui fait des boards pour le flipper. J'essaie de porter le Evil dessus effectivement, mais c'est en cours. Déjà j'ai réussi à avoir l'affichage, maintenant il me manque le tactile, mais voilà, ça suit son cours et ça risque d'arriver sous peu. Mais voilà, effectivement avoir un équipement qui est vraiment destiné pour le Evil et à faire tourner pour le Evil, ça serait sympa, c'est sûr. Après, je trouve que le Carputer en fait se prête déjà pas mal au jeu, directement en fait, et il est pas cher. Et c'est surtout ça aussi qui est potentiellement un frein. J'ai essayé avant le Evil et sur un autre projet qui n'est jamais sorti, qui sortira peut-être un jour, de effectivement faire tout simplement un calcul en fait de ce que je pouvais gagner par rapport aux équipements que je prenais, etc. Et au final, en fait, on arrive quasiment à 2 fois le prix du Carputer, quoi. Donc, pourquoi s'embêter? Dire aux gens directement, allez là-bas. Et en plus, moi je suis pas jaloux, entre guillemets. Il y a d'autres projets sur le Carputer qui sont aussi géniaux. Et ça permet d'avoir un projet potentiellement, un petit tool en fait qui permet de découvrir plus que simplement le projet. Pouvoir commencer potentiellement à développer un petit peu ses propres programmes, ses propres trucs. Et effectivement, explorer d'autres projets qui sont pas forcément des projets de hacking. Sur le Carputer, il y a quelqu'un qui a réussi à porter un émulateur de Game Boy. On peut jouer à Pokémon sur le Carputer. C'est plutôt pas mal. Ou à Doom ou à d'autres jeux. Mais voilà, on reste sur un produit qui est un peu maker, qui n'est pas forcément hacking. Moi, je viens ajouter une couche hacking parce que mon firmware est destiné à ça, mais c'est pas que ça. Et voilà, ça, c'est 30 balles, quoi. Donc c'est abordable. Si carrément vous n'avez pas 30 balles, je l'ai aussi porté sur le CYD, qui est donc Chip Yellow Display, qui est tout simplement en fait une petite borne. Hop. Tac. Pas loin de moi. Tac. Ça ressemble à ça. Ok. Sympa. Juste un petit écran en fait. Ouais. Et derrière, du coup, tu as un ESP32, un lecteur de cartes, des ports GPIO, etc. avec un écran tactile. Et un bon écran tactile. Je l'ai payé 8 $, je crois. Ah ouais. Donc, bon, alors c'est en bêta, il y a des choses qui bug un petit peu encore. C'est en cours. Mais ça tourne déjà pas mal. Voilà, il y a la majeure partie du projet dessus. Avec des petits crashs de temps en temps, mais ça sera résolu normalement sous peu. Alors justement, tant qu'on parle de trucs cheap, si jamais on veut bosser avec du matos comme ça sur du sans fil, donc peu importe, enfin peut-être pas même, peu importe Bluetooth, Wi-Fi, et les autres petites ondes comme je les appelle, c'est quoi le minimum du matos qu'il nous faut? Est-ce qu'il faut genre, je dis ça, ça sort de ma tête mais ça se trouve c'est complètement faux, est-ce qu'il faut genre une puce qui sache traiter ça, un machin pour nous permettre d'interagir avec et un machin pour capter genre une antenne? Est-ce que c'est correct ou est-ce qu'il faut autre chose? L'antenne peut être intégrée directement dans le machin. Tu as forcément besoin... Ah, non, même pas. Pour moi, le basique c'est une carte ESP 8266 ou ESP 32. Vraiment à bas level. Où en fait tu vas déjà pouvoir programmer des choses qui vont être automatiques. Donc tu branches la carte, en fait ton programme se lance et fait ce que tu veux, donc t'as même pas forcément besoin d'interface. Après effectivement si tu veux faire quelque chose qui est un peu plus complexe avec différentes fonctionnalités, effectivement il va forcément falloir que tu interfaces avec. Mais tu peux avoir un interfaçage simple, typiquement juste un petit bouton sur le côté, tu rajoutes toi un bouton sur le côté, quand t'appuies dessus ça change de mode. T'as pas forcément besoin d'avoir un téléphone ou effectivement le Flipper 0 pour pouvoir manipuler ce genre d'équipement. Ok. Et donc ce que tu me dis là depuis le début, le ESP32, etc., qu'est-ce que c'est? C'est des boards spécifiques? C'est un processeur? C'est... Tac. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Hop. La caverne d'Alibaba dans ton sac. Yes. Ah bah, totalement. Ça, c'est un petit ESP32. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. On voit bien. Tout simplement, hein, c'est une toute petite carte qui a un petit port micro USB derrière.
qui permet de se brancher en fait dessus, de la programmer donc soit avec du C++ Arduino, soit avec du MicroPython, je crois que c'est disponible sur ESP8266. Et on a en fait différentes cartes comme ça, donc en l'occurrence le SP32 est plus récent que le SP8266. Un plus de mémoire, plus de RAM, voilà, c'est deux cartes différentes qui n'ont pas les mêmes limitations surtout. Donc potentiellement des plus petits projets pour le SP8266 et des plus gros projets pour le SP32. Mais voilà, c'est des toutes petites cartes IoT qui peuvent servir à beaucoup de choses. On a des entrées-sorties, donc on peut programmer à peu près ce qu'on veut, allumer des LED, avoir un bandeau de LED programmable qui est capable d'être contrôlé à distance via une interface web. Voilà, des petits robots, voilà, toutes sortes de projets IoT. Ça évite d'avoir un Raspberry Pi qui est plus consommateur d'énergie en général et qui est des fois complètement oversize en fait pour des tout petits projets. Et voilà. Et surtout, ils arrivent à les miniaturiser à un point maintenant qui est assez incroyable. Alors vous avez de la chance, je vous fais des exclusivités. Hop, j'ai reçu ça depuis pas très longtemps. Waouh, c'est cool. Hop. Alors mon doigt est trop gros pour. Voilà. On est sur. C'est très bien. Je me tais. Le podcast du hard. Donc ça c'est un M5 Nano C6 où on a donc une prise USB-C, 4 ports GPIO et un ESP32 dedans. On a une LED programmable aussi. Je crois que ça coûte 5-6$ à tout casser. Ça fait Zigbee, ça fait Wi-Fi, ça fait Bluetooth. Donc potentiellement on peut l'interconnecter à peu près partout. Zigbee c'est quoi voilà. Tu nous rappelles Zigbee c'est un protocole, alors de mémoire je crois que c'est basé sur la même fréquence que le Wi-Fi, mais c'est un protocole un petit peu différent. Alors je pourrais pas te donner en détail quelles sont les différences, mais ça permet en fait d'interconnecter potentiellement deux équipements entre eux pour qu'ils puissent communiquer. Ok, moi je l'ai entendu beaucoup quand on parlait d'IoT, souvent, avec du LoRa ou des trucs comme ça. Ouais, justement, je prends une question à la volée là sur le chat parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Le LoRa dans tout ça, t'en penses quoi? Et est-ce que potentiellement ça pourrait faire partie de... Tout à fait. Alors déjà M5, sans les chats LoRa, etc. quoi, donc. Ah non, je suis inversé, merde. Mais non, c'est fait, on voit très bien LoRa, c'est marqué. T'es pas inversé, ouais. On a un petit module chez M5, alors ils en ont d'autres, hein, mais ça c'est pour les blocs Core en général, où effectivement tu as la possibilité d'avoir une fréquence légale, très important de le préciser en France, qui permet d'aller en moyenne à 10-20 km de distance. Avec deux équipements. Donc tu peux interconnecter deux équipements entre eux, envoyer des messages à 20 km de distance environ, au maximum dans les meilleures possibilités. Ouais. Et tu as, bien sûr, hein, si tu es derrière un mur de plomb de 4 mètres, forcément, ça sera forcément réduit. Ouais, passer 2 km, ça devient quand même compliqué, mais... C'est ça. Ouais. Bah, ça dépend. Si tu es sur un drone en hauteur... Ouais. Potentiellement, tu peux gagner énormément de portée. Mais voilà, on a aussi le projet Mesh Static qui travaille sur LoRa, qui lui, en fait, essaye de faire donc, une mesh, donc une grille en fait d'équipements interconnectés entre eux, qui permettent en fait de faire une communication. Donc, on a un petit équipement à côté de notre téléphone, on se connecte à lui et on peut envoyer des messages à travers ce réseau qui est complètement décentralisé du coup du réseau téléphonique. Et qui est du coup fait par une communauté, donc qui est en l'occurrence décentralisée. Attends, ok, c'est la première fois que j'entends ça. Tu peux te faire un réseau pseudo-cellulaire Ouais. Génial, ok, ça part en lab direct. Mais sur le flipper, il y a le LoRa qui est pris en charge, non? Parce qu'il y a un chat, à l'époque il y avait un chat LoRa sur un des projets qui a été... Je suis en train de réfléchir, mais... je suis quasiment certain. Non, mais alors, j'allais te dire non, mais ça doit être effectivement... Enfin, il doit être capable d'émettre et de recevoir sur ces fréquences-là.
parce qu'on est sur du 866 MHz, alors ouais c'est ça, 866 MHz ou 910 de mémoire. Donc on est alors à la limite de ce que peut faire le flipper, mais techniquement je pense que ouais tu peux effectivement faire du LoRa avec un flipper. Ouais. Et dans le pire des faire cas, du sniffing, sniffing de LoRa. Ouais. Ça serait pas déconnant. Ouais. Après, je suis pas sûr que le flipper ait assez une puissance d'émission qui permette effectivement d'envoyer assez loin. Mais c'est ça qui est bien avec le projet Mestatic, c'est que potentiellement tu peux faire aussi des nœuds. Donc juste des relais en fait qui eux vont te permettre de relayer l'information. Donc tu mets un nœud à 2 km, tu peux aller à 4 km, tu en mets un à 4 km, tu peux aller à 6 km. Et ton voisin en met un, etc. Et tu te retrouves en fait avec un réseau décentralisé qui couvre potentiellement toute ta ville et tu peux envoyer ton message à ton pote chiffré de bout en bout, potentiellement à travers ce réseau. Un réseau qui intéresse énormément nos armées. Bizarrement. Tu m'étonnes. Et on a potentiellement une communauté qui vient mettre des nœuds sauvages, carrément en fait. Parce qu'on est sur du LoRa, donc ça consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. On est sur des batteries qui peuvent tenir même des mois, potentiellement, en utilisant le système. Donc tu as des personnes qui viennent déposer des nœuds sauvages un peu partout en fait, en France, pour pouvoir justement augmenter ce réseau et pouvoir l'utiliser. Et voilà, ça peut être utilisé dans tout. Moi par exemple, j'utilise pour mon drone. Mon drone fonctionne en LoRa. Ah ouais, excellent. Donc j'ai 2, 10, 15, 20 km de portée potentielle. Surtout que c'est en hauteur. Du coup, forcément, du moment que tu restes à vue, tu peux aller assez loin. Du coup, c'est intéressant. Une fréquence qui est prometteuse, qui consomme vraiment pas beaucoup. Alors, en fait, c'est surtout ça la force du LoRa. C'est qu'on a quelque chose qui consomme vraiment pas beaucoup et donc qui peut être autonome très longtemps sans avoir besoin de le recharger et qui peut émettre sur une grande distance. Donc, je vous laisse imaginer le nombre d'applications qu'on peut faire avec ce genre de technologie, c'est assez divers et varié. J'ai une question sur le matos en règle générale. Là, tu nous parlais ESP32, etc. On a entendu les noms de pas mal de modules. Est-ce que tout ça, c'est possible de l'utiliser dans le monde pro ou est-ce que c'est destiné à du bricolage? Et si jamais c'est OK pour du monde pro, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un tool comme ça de testing wireless, tu vas pouvoir l'utiliser en entreprise ou alors c'est juste destiné à du bricolage? Est-ce que tu vas avoir une partie sécurité? Est-ce que tu as une partie performance qui rentre en jeu? Peut-être la facilité d'utilisation, tu vois, fiabilité? Je pense qu'effectivement, tu as... Alors, je pense que ça peut être utilisé en pro. Par contre, potentiellement, on va avoir des équipements qui sont plus fiables, qui marchent mieux, par contre, qui sont plus onéreux et qui, potentiellement, vont nécessiter du développement parce qu'il n'y a pas forcément de projet dessus. Là, on est sur des équipements qui coûtent pas très cher. Il y a quelques années, il y avait justement une team qui s'appelle Nullbyte, qui ont un super blog d'ailleurs, qui avait fait en fait un workflow à base de SP32 où en fait ils envoyaient des colis dans une entreprise avec des faux noms, mais la bonne adresse. Ce qui fait que ton colis en fait arrivait à l'accueil, restait bloqué 1 ou 2 jours et repartait ensuite en fait. Et dedans, il foutait juste un ESP32 avec une petite batterie qui envoyait du réseau Wi-Fi ou qui faisait du sniffing Wi-Fi en fait, et il récupérait le colis en fait parce qu'il revenait directement par la poste. C'est un équipement qui peut être utilisé en pro parce que ça coûte pas cher, si tu veux. Donc tu peux en fait te permettre de le balancer. C'est un billet de 5 € quoi. C'est super intelligent et efficace comme méthode. Et terrifiant parce que tu te dis du coup il ne faut plus accepter aucun colis qui ne correspond pas à une personne qui est dans l'entreprise, sinon potentiellement tu acceptes un implant en fait Wi-Fi chez toi qui va rester X temps quoi. Exactement, et puis c'est tellement petit ce genre de truc que si t'as envie de le planquer, je sais pas moi, dans un boîtier quelconque qui fait la taille de ta main, c'est minuscule quoi. Voilà. Ouais. Et typiquement, c'est terrifiant de... Enfin, c'est... Je sais pas, alors potentiellement je peux le mettre à côté d'un Raspberry Pi. Hop. Bonne idée. On voit vraiment le... Ou d'un flipper, ouais, peut-être. Tac. Ouais.
Mais vraiment, tiens, hop, quelque chose que vous connaissez. Voilà, c'est typiquement c'est la moitié de la carte du card footer. Ah la vache, ouais, c'est petit. Hein. Ouais, c'est minuscule. Tu vois, le port USB-C prend vraiment quelques millimètres autour. Donc ouais, c'est plutôt tout petit. Hop, et par rapport au Flipper 0, pour ceux qui ont un Flipper 0 et pas encore un Evil Q2. Tac. Ouais, ok, c'est minuscule. Vraiment, on est sur la carte du Flipper, quoi. Donc ouais, en gros, quand tu reçois ton Switch Cisco racheté chez un copain et que le colis arrive et qu'il est ouvert, tu le renvoies. Exactement, tout à fait. Ça s'appelle comment ce petit module là? Alors ça c'est un M5 Nano C6. Exactement. Merci. En sachant que j'ai pas encore pu travailler dessus, potentiellement ça va devenir un petit esclave comme cela pour effectivement faire travailler avec le Evil. Ok. Bon. Bien sûr, on mettra les liens en description côté podcast et VOD YouTube, etc. Mais là, pendant le live, vous pouvez les récupérer dans le chat. C'est notre bibliothécaire Nubosaurus qui envoie les liens en rafale. Très bien. Ok, super intéressant. Et ok, donc en fait, potentiellement, tout à l'heure, on parlait de l'équipement Hack5. Eux, ce qu'ils proposent comme produit, alors t'as le matos effectivement, t'as toute la suite logicielle développée, t'as ce côté un peu plus pro et utilisable rapidement en entreprise, quoi. Bah même pire que ça, en fait, ils proposent carrément des services de command and control, par exemple. Donc ils ont en fait leur propre serveur dans le cloud, ils te proposent d'héberger en fait la chose, bien sûr de manière professionnelle, avec toute la partie on ne regarde rien et on ne fait rien avec ces données et c'est votre partie à vous. Ça reste des hackers, j'ai pas confiance. Mais voilà, ils ont ce genre de service. Donc ouais, effectivement, tu peux aller carrément sur des choses qui sont très professionnelles et qui peuvent être utilisées en red team. Et qui sont fiables, éprouvés. Il y a beaucoup de hackers qui les ont dans leur trousse à outils. Ils sont très connus, donc forcément, oui, c'est quelque chose qui est plutôt fiable. Ok, bon. On reviendra sur les histoires de projets un petit peu plus tard, ce sera plus dans la seconde partie sur développer ce genre d'outils, on y reviendra. On va quitter un petit peu les terres du sans fil, n'est-ce pas? On va rentrer dans le dur, dans le sale. On a du réseau et de l'interne à discuter. Tu nous disais qu'on pouvait brancher par exemple le M5, alors oui c'était sans fil, pour faire une capture réseau impeccable, etc. Mais si on parle pas que du projet Evil, on voit plein de petites saloperies, j'ai envie de dire, chez Hack5, des bas USB, des LAN tap, des LAN star, etc. On voit plein d'outils que, a priori, tu peux brancher sur un réseau, et soit ça va tout sniffer, tout capturer, et tu pourras faire de la magie après, soit ça te fait carrément un implant à partir duquel tu peux taper dans l'interne. Est-ce que ça existe ces trucs-là? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on peut réellement utiliser ce genre de truc aujourd'hui? Ouais. Très bien, question suivante. Oui, c'est efficace. Oui, on peut vraiment utiliser ce genre de choses aujourd'hui. Alors moi personnellement, je suis plutôt do it yourself. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir des produits Hack5 entre les mains ou de tester effectivement. Par contre, voilà, j'en ai des retours de partout. Et effectivement, je sais que c'est un très bon équipement. Mais voilà, moi je suis plutôt do it yourself pour le coup. Ça reste quand même. Alors le premier mur, c'est le prix, hein. Concrètement. C'est clair que c'est pas cher du tout, quoi. Bah. Enfin, quand tu vois sur les M5 comparé à. Bah, par rapport au matériel du Hack5, ouais, parce que sur une rubber ducky, tu dois être aux alentours de 80 ou 100 euros pour une rubber ducky, quoi. Donc ça commence à taper un petit peu. Voilà, même pour par exemple la Pineapple, t'es au-dessus des 100 euros. Voilà, c'est du matos qui est quand même assez cher. Si tu veux toute la collection du Hack5, t'as intérêt d'avoir un bon gros portefeuille et de t'accrocher. Mais voilà, ça reste quand même du matériel qui est super intéressant. Okay. Moi, je sais que j'ai eu des démos concrètement sur des machines où t'arrives,
tu branches en fait, par exemple, une LAN Turtle sur la machine verrouillée, elle émule un câble Ethernet via l'USB et elle te sort en fait via une stimulation des DNS le HNTML de la machine. Elle te l'envoie sur ton C2 derrière. Donc tu vraiment juste en branchant sur une machine verrouillée, il arrive à liquer ton HNTLM quoi. Tu peux nous dire ce que c'est une LAN Turtle? Parce qu'il y a plein de trucs. On fait des recherches et du coup on tombe sur plein de mots. Tu vois LAN Star, Sharkjack, Screen Crab, LAN Turtle. Tout ça, nous, c'est potentiellement on sait pas du tout ce que c'est. Alors le Sharkjack tout simplement c'est une sorte de clé USB réseau. C'est-à-dire que tu vas avoir un tool format clé USB qui a une prise RJ45 et tu peux en fait brancher sur une prise que tu croises cet équipement pour pouvoir effectuer des scans réseau. Donc tu as ton petit charge direct sur ton porte-monnaie, tu le branches sur une prise, tu fais une découverte entière du réseau potentiellement sur lequel tu es. LAN Turtle, ça va être plutôt basé USB, mais tu vas avoir aussi une partie Ethernet de mémoire où tu vas pouvoir le brancher en fait sur des équipements qui ont USB, PC, téléphone, ou le faire sur un câble réseau. Donc, tu vas avoir les deux possibilités. Le Pineapple, du coup, c'est une grosse carte Wi-Fi. Concrètement, tu vas avoir en fait un mini routeur concrètement. Qui va te permettre de faire plein d'attaques sur le Wi-Fi, soit de l'Evil Twin, du DOF, la panoplie d'attaques que tu peux faire sur le Wi-Fi. Tu dois avoir aussi le Packet Squirrel. Donc ça c'est effectivement un équipement que tu viens brancher entre deux câbles réseau qui va te permettre de faire un man in the middle physique, simplement. Donc voilà, tu branches. On a une imprimante, on se ramène avec un câble réseau qui est branché à cet équipement-là, on le branche à la place de l'imprimante et on branche l'imprimante sur l'équipement. On se retrouve en fait en man in the middle complet de l'imprimante. On va avoir tous les documents potentiellement qui vont être envoyés à l'imprimante. C'est stocké sur une clé USB, enfin sur une carte SD, pardon. Et ça reste un implant physique, il faut potentiellement aller le chercher après une fois que effectivement tu l'as implanté. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme équipement? La Rubber Ducky. Donc qui est en fait une fausse clé USB qui va, une fois qu'elle est branchée, se faire passer pour un clavier. Une fois qu'elle se fait passer pour un clavier, elle peut en fait taper, faire des frappes de clavier automatisées qui sont préenregistrées. On a beaucoup de scripts sur Rubber Ducky en plus qui sont fournis directement par Hack5. Ils ont fait, alors je crois qu'ils le font tous les ans, je suis pas sûr qu'ils le fassent tous les ans, mais en tout cas ils l'ont fait il y a 2 ans. Un concours du meilleur payload en fait c'est envoyé sur leur site et eux derrière en fait repartagent les payloads en question. Donc on a aussi pas que le matériel mais entre guillemets les payloads qui sont fournis par Hack5 potentiellement. Et donc on va pré-programmer cette clé pour que potentiellement elle passe un Windows R PowerShell qui rentre un payload à l'intérieur, que ça fasse exit et derrière on la retire et on a une exécution sur une machine. Le workflow le plus courant, c'est j'attends qu'un des employés aille prendre un café, aille aux toilettes en laissant sa machine déverrouillée, je la branche, en moins d'1 minute, potentiellement j'ai fait mon implant, j'ai récupéré des fichiers et fait des actions sur la machine et je repars avec. Mais dis-moi, dis-moi, j'ai une question parce que vu que toutes les entreprises ont le dernier EDR, dernier CRI installé, je pensais que tous les protocoles sur le réseau étaient chiffrés et qu'il y avait cryptés, et qu'il n'y avait aucun moyen d'intercepter quoi que ce soit ou de voir quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que ça marche tout ça? Pourquoi est-ce qu'on chiffre pas tous les trucs? Ça dépend, t'as des vieux équipements, t'as potentiellement des choses qui sont obsolètes, qui sont encore utilisées en entreprise. On va effectivement, par exemple le NTLM V1 ne devrait plus du tout être utilisé nulle part. Il y a potentiellement des petits équipements qui l'utilisent encore, des choses qui sont oubliées et qui vont eux essayer de communiquer sur le réseau. Et donc voilà. Après effectivement, on a heureusement des protections qui sont en place pour contrer ce genre d'attaque et qui peuvent être mis en place justement pour les contrer. Typiquement, si on ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ouvert, se faire avoir par le Evil, ça va devenir très compliqué.
Et de la même manière, si sur l'intégralité de l'entreprise, tout est chiffré, enfin, on fonctionne que en HTTPS, on a du HSTS activé partout. Voilà, il y a très peu de chances quand même qu'on puisse être vulnérable à ce genre d'attaque. Par contre, on a toujours moyen de récupérer des choses. Typiquement, les requêtes DNS par défaut sur les machines passent en clair et sont envoyées en clair au réseau. Donc tu peux potentiellement récupérer ce genre de choses. On a malheureusement des vulnérabilités qui sont soit négligées, soit pas mises en place. Et donc forcément un hacker avec un équipement comme ça peut récupérer ces problèmes et donc forcément les informations qui vont avec. Mais c'est comme avec le Flipper 0. Aujourd'hui on a des protections qui sont en place, je pense au Deathfire pour les cartes sans contact, où effectivement là, si tu as du Deathfire, tu vas le scanner, sauf que la carte elle est un peu plus intelligente que du MIFARE classique 1K par exemple, et elle va demander un échange, il va y avoir un nonce qui va être échangé, et le Flipper 0 il va dire moi je comprends pas en fait. Parce qu'effectivement la technologie voire la sécurité ont dépassé en fait ce que peut faire le Flipper 0. Et forcément, suivant si tu es sur une entreprise qui est très bien protégée, qui a des protocoles de partout, à la limite qui chiffre tout de bout en bout, effectivement ce genre d'équipement va être inefficace. Mais est-ce que c'est courant ça en pentest en fait, l'usage de ce genre d'outils? Parce que je dirais pas que alors c'est pas un indispensable. Pour moi effectivement c'est pas forcément un indispensable. Tu peux très bien avoir une simple clé USB, la brancher, venir déposer ta charge virale et le faire manuellement. Par contre tu vas avoir entre guillemets un avantage qui va être l'automatisation et le fait de ne pas avoir à te balader par exemple avec ton PC et une grosse antenne Wi-Fi tout autour des gens et juste avoir un petit truc qui est dans ta poche et l'utiliser. Mais non, c'est pas forcément indispensable. C'est une facilité, un outil qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin et de potentiellement pour réussir ton pentest là où tu n'aurais pas forcément réussi. Et t'as une idée de comment ça se passe au niveau des contrats? Parce que c'est pas des outils, c'est des outils ultra spécifiques, du coup, comment ça se passe? Bien sûr, stipuler dans le contrat qu'on va utiliser ce genre d'outils. Donner, bien sûr, la portée en fait de l'outil, jusqu'où tu vas pouvoir aller avec, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer, et bien sûr avoir l'accord signé de la personne qui dit qu'il t'autorise à utiliser ce genre d'outil. Si c'est pas le cas, malheureusement, tu devras t'en passer parce que c'est pas prévu, c'est pas contractualisé. Donc potentiellement, on rentre dans le cadre illégal parce que tu utilises un équipement de manière non autorisée sur un système qui ne t'appartient pas. Ok, parce que en fait, c'est... Est-ce que parfois tu t'inquiètes pas d'où ça vient ton matos? Parce que quand tu vas utiliser du hack, etc. Ouais, mais ok. Du coup, tu as complètement la main, tu reverse et tu sais qu'il n'y a pas de backdoor implémenté dans le matériel, quoi. Pas forcément. Après, voilà, ça reste du matériel qui est public, qui est en règle générale open source. Donc, tout ce qu'ils peuvent te fournir, tu peux le vérifier. Bien sûr, il y a toujours moyen qu'un acteur chinois potentiellement se dise tiens, ce serait une bonne idée d'aller implanter ça dans un petit truc. On fait une mise à jour et hop, c'est parti. Ou plusieurs pendant 2 ans. C'est possible, c'est tout à fait possible effectivement. Maintenant, je contrôle en général ce qu'il est capable de faire. Si effectivement, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'écouter le réseau après lui, de faire des tests avec, etc. En voyant que manifestement ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, moi j'ai rien constaté. Mais ça m'est arrivé effectivement de recevoir des cartes ESP32 ou ESP8266 qui me paraissaient bizarres, qui n'avaient pas forcément le bon datasheet, donc la bonne disposition des éléments dessus. Et quand tu le branches, ne serait-ce que sur du power, donc vraiment sans data, juste sur un power, il commence à clignoter et à faire des trucs, tu vois. Alors que de base, il est censé ne pas avoir de firmware à l'intérieur. Il est encore dans son sachet, il doit traîner quelque part. Donc voilà, typiquement, je ne l'ai jamais branché sur une machine. Et si je le branche sur une machine, ça sera sur une machine où je vais l'acheter derrière pour voir effectivement si ça fait vraiment un truc ou pas, quoi. Donc ouais, il faut faire attention quand même aux sources sur lesquelles on achète ces équipements.
c'est des équipements qui travaillent en USB, donc potentiellement on peut mettre une charge à l'intérieur avant et l'envoyer comme s'il était neuf. Ouais, faut rester vigilant quand même là-dessus. Après voilà, on a des milliers d'utilisateurs en règle générale de ces produits, voire de ces librairies. Donc on peut rester assez confiant potentiellement sur l'intégrité de l'usage qui peut en être fait. Tu sais s'il y a des APT ou juste des cybercriminels qui utilisent ce genre de matos? Je suis pas sûr. Pour moi, oui. Je peux pas t'affirmer. Il y a pas de, en tête, j'ai pas de preuves. En tout cas, de personnes qui s'est fait cramer entre guillemets en train d'utiliser ces outils. Mais pourquoi pas? En soi, voilà, on sait que les APT sont potentiellement prêts à tout, à déployer des moyens qui soient à la fois économiques mais aussi technologiques. Comme je le disais, s'ils sont capables effectivement d'envoyer juste un colis et de récupérer le mot de passe ou des informations sur une boîte pour $5 et un timbre, pourquoi se priver en fait, tout simplement. Après, potentiellement, effectivement, ils vont utiliser d'autres techniques, d'autres équipements plus poussés. Mais encore une fois, $5, ça reste assez intéressant pour pouvoir l'envoyer et ne pas avoir de crainte de le perdre, voire d'en avoir 1000 d'avance et de les envoyer à la chaîne jusqu'à ce que ça prenne, quoi. En parlant de questions qui foutent dans la sauce, c'était le sous-titre de cette section. Si on parle un peu plus de... Alors on a parlé d'APT, mais il y a aussi des corps armés, on va dire, qui travaillent avec du matos de cyber, qui font de la cyberguerre. Est-ce que ce genre d'équipement, on peut imaginer que c'est considéré comme des pseudo-cyberarmes, même si on va être très léger avec le terme quand même, faut pas déconner. Mais est-ce que pour toi ça peut rentrer dans ce genre de truc-là, ou est-ce que... non, c'est quand même trop grand public pour... Alors, mon projet, le Hackfire, un peu tout au final, parce qu'on a, tu sais, il y a plein de matos public qui est là, genre. Mais ouais, si on prend un truc comme M5 par exemple, tu vois, comme Evil M5, est-ce qu'on peut le considérer comme une espèce de pseudo-arme artisanale, tu vois, ou vraiment tu penses que c'est complètement overkill? À partir du moment où tu peux avoir une action malveillante, je pense, avec, ouais, tu peux potentiellement le considérer comme une arme. Pour ça, effectivement, que je mets des précautions, que je me détache aussi de toute activité criminelle, parce que ça peut être utilisé de cette façon. J'espère que ça ne le sera jamais, que ça sera effectivement réservé à la vulgarisation et de l'apprentissage. Mais voilà, typiquement, si j'avais rajouté la fonctionnalité de jamming, par exemple, dessus, pour jammer du 2,4 GHz, rien ne me dit qu'il ne serait pas utilisé en Ukraine pour stopper des drones, par exemple. Donc là, effectivement, on passe dans une catégorie arme de guerre sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je pense qu'avec les fonctionnalités qu'il a, ça reste assez limité pour vraiment parler de ça. Et j'essaye potentiellement dans mon code de le limiter pour que ça soit pas trop non plus justement faisable de l'utiliser comme une vraie arme de manière continue. Mais oui, c'est possible effectivement que ça soit détourné pour cette chose-là. La question quand je l'avais noté, c'était en fait, tu sais, j'avais en tête pas mal malheureusement d'histoires où t'as des gens qui menaient des projets perso, soit pour diffuser de la connaissance, tu vois, ou faire des projets intéressants ou autres, et qui se sont retrouvés au final à ce que leurs projets soient récupérés par des gens qui avaient des intentions bien différentes de ce qu'il y avait à la base, et qui ont fini comme ça, tu vois, être un peu attaqués entre guillemets malgré eux. Enfin, malgré eux ou pas, hein, d'ailleurs, j'en sais rien, je leur prête rien du tout. Mais donc, ouais, la question c'était est-ce que tu as déjà réfléchi, tu vois, parce que quand tu fais des trucs comme ça, tu te dis, bon, peut-être que ça peut être réutilisé, je sais pas, est-ce que ça te trotte dans la tête des fois? Ouais, tout à fait, même si tu regardes, entre guillemets, les commits du GitHub, au début du projet, il n'y avait pas forcément ces mentions sur les pages HTML. Et il y a un moment où je me suis dit, bah non, potentiellement une personne va réutiliser uniquement la page, va pas avoir le projet et va dire, bah non, mais moi j'ai utilisé la page, c'était pas marqué dedans, quoi. Donc, en l'occurrence, j'essaie de le marquer partout et de faire en sorte que
tu peux pas me dire ah bah non, j'avais pas vu quoi. Donc voilà, pour moi, j'essaye de me détacher de cet usage. Après, légalement parlant, on peut potentiellement me reprocher si quelqu'un l'utilise dans un cadre totalement illégal. J'essaye de faire en sorte que si ça m'arrive avec un avocat, je puisse justifier le fait que moi je faisais en fait ce partage et que effectivement c'est un cas isolé potentiellement et qui ne fait pas partie du projet, mais que s'il avait eu accès de toute façon à un autre équipement, il aurait réalisé la même chose en fait. Et que c'est pas forcément mon équipement qui a fait qu'il est passé à l'action. Dans la caméra, le stream passe offline. Demain, nouvelle interview d'un tueur en prime. Live, la session se ferme, mais nos blablas sont gravés en ligne. Akba continue dans la cyber, toujours sur le ring.